bonsoir, bienvenue au pavillon République du Conseil départemental pour ces déjà 9e rencontres de la laïcité avec ce soir la conférencière que vous attendez d'écouter, Najat Vallaud-Belkacem, donc ministre de l'Éducation de 2014 à 2017, actuellement présidente de France Terre d'Asile. Donc pour laisser le plus possible de temps aux échanges suite à la conférence qu'elle va nous proposer, sans plus tarder, merci d'accueillir Sébastien Mancini, président du conseil départemental, et Najat Vallaud-Belkacem. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreuses et nombreux et d'avoir bravé le froid. Madame la ministre, Madame la présidente de l'ONG France Terre d'Asile, chère Najat Vallaud-Belkacem, Monsieur le vice-président en charge de l'éducation, de la vie associative et des valeurs républicaines et de la mémoire au sein du conseil départemental, cher Vincent Gibert, Mesdames et Messieurs les élus et membres du conseil départemental, Mesdames et Messieurs les élus, Madame et Monsieur, Mesdames et Messieurs, les membres du conseil départemental de la laïcité, Mesdames et Messieurs les représentants du monde associatif, nombreux et nombreux ce soir, Mesdames et Messieurs, vos fonctions et qualités, et puis chers Haut-Garonnaises et chers Haut-Garonnais et ceux qui sont venus d'ailleurs, merci d'être là. Madame la conseillère régionale, pardon, merci d'être venue. Bon, c'est un honneur et un vrai plaisir que d'accueillir Najat Vallaud-Belkacem pour cette 9e édition de nos rencontres pour la laïcité et les valeurs de la République. Najat, tu es aujourd'hui présidente de l'ONG France Terre d'Asile qui vient en aide à des milliers de réfugiés qui fuient leur pays pour trouver un espoir, souvent une liberté. De liberté, il va en être beaucoup question ce soir. Liberté de conscience, liberté de croire ou de ne pas croire, liberté d'expression. Et nous savons ce qui garantit ces libertés. C'est le principe de laïcité, pilier vivant de notre République. Et nous savons aussi que la laïcité, pour être comprise, pour être appréhendée, n'a pas besoin de qualificatifs, n'a pas besoin d'adjectifs. Elle a besoin simplement d'être enseignée et apprise toujours et encore. Sans faire le panégyrique de ton action, chère Najat, c'est sous ton impulsion que la journée de la laïcité a été instaurée le 9 décembre, à partir de 2015, à l'occasion du 110e anniversaire de la loi de 1905. À la tête de la rue Grenelle, dont tu étais la première femme à devenir ministre de l'Éducation nationale, tu as initié une grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la République, après les tristes attentats de janvier 2015, avec comme fil conducteur la transmission des valeurs de la République. C'est aussi pendant cette période qu'a été mis en œuvre un plan de formation des enseignants et du personnel de l'éducation à la laïcité et à l'enseignement moral et civique. Chère Najat, en quelques mots, pour ton action, pour ta constance aussi, dans la défense des valeurs de la République et de la citoyenneté, malgré parfois des attaques basses et médiocres. Alors un grand merci à ton action. La Haute-Garonne, je le dis souvent, je ne suis pas le seul. C'est une terre laïque, radicale comme on disait dans le passé, au sens ratsoc, où on y cultive la sororité et la fraternité. Une terre d'asile, comme j'aime aussi à le dire, une terre d'accueil pour celles et ceux qui rêvaient d'un autre monde que celui dessiné au rouge sang du crime par les dictatures de Mussolini et de Franco. Une terre de solidarité aussi, qui accueille hier nos sœurs et nos frères du Maghreb, qui accueille encore aujourd'hui les victimes de tous les délires totalitaires, celles qui ont fui les bombardements de l'armée russe, qui ont survécu aux noyades de la Méditerranée, qui ont survécu aux tortures des mollahs ou aux tueries ethniques en Afrique. Oui, la Haute-Garonne, je l'affirme, c'est une terre de partage qui cultive la rencontre avec l'autre, car dans son ADN, c'est forgé l'idéal républicain et la laïcité comme principe de concorde. Mais nous sommes lucides. Ici aussi, nous avons connu la folie barbare d'un terrorisme aveugle, ému par un islamisme fanatique. Ici aussi, nous faisons face à la résurgence
de la haine de l'autre et du repli sur soi. Ici aussi, la tentation du populisme et des revendications identitaires fissurent notre socle républicain. Et c'est dans ces plis, ces fissures, que viennent se réfugier toutes les tentations communautaristes. Les populistes et les communautaristes, je le dis souvent, sont les deux faces d'une même pièce qui se nourrissent l'un l'autre. Ceux-là même qui développent des discours basés sur la désignation des boucs émissaires, des coupables évidents, qui instrumentalisent les frustrations et les peurs et divisent notre nation à des fins électorales ou idéologiques. Je souscris à ce que tu as dit récemment, que tu répètes souvent d'ailleurs, cher Najat, pour dénoncer la rhétorique de l'extrême droite, qui reprend à son compte le mot laïcité, en le vidant de tout son sens, d'universalisme en premier lieu, et qui fait rimer laïcité avec exclusion. Oui, face à ces périls, la laïcité doit être promue et apprise dès l'école. C'est notre boussole à nous, au Conseil départemental. À Haute-Garonne, nous avons fait le choix d'agir. Parce que oui, nous devons apprendre la laïcité, notamment aux plus jeunes, aux jeunes, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Le parcours laïque et citoyen illustre cet engagement. Avec l'éducation nationale, le réseau associatif de l'éducation populaire, nous menons ce travail de pédagogie, d'enseignement et d'explication de la laïcité. Ce dispositif s'adresse à plus de 70 000 collégiens et écoliers du CM1 et CM2, en leur proposant des ateliers, des débats, des spectacles, des visites éducatives. Cette approche repose sur un équilibre, bien sûr, entre le monde enseignant de l'école et les éducateurs du monde associatif et de nos partenaires. Ensemble, nous travaillons à transmettre la laïcité comme une promesse positive. À travers le parcours laïque et citoyen, nous montrons que la République ne demande pas de renoncer à son identité, comme parfois on peut l'entendre, mais offre la possibilité de s'inscrire dans un ensemble de valeurs partagées, celui du socle républicain. Pour que la laïcité reste ce pilier indéfectible de l'unité nationale, il faut en faire une priorité éducative. Elle doit être transmise dans toute sa richesse, non pas comme un interdit ou une contrainte, mais comme une chance et une promesse d'égalité. Cela implique de la présenter clairement, une laïcité pour de l'apaisement et le respect mutuel qui libère les individus de leur assignation identitaire. Mais pour cela, encore faut-il la comprendre et l'incarner. Tous les personnels de l'éducation, les élus, les parents, les associations, nous avons tous finalement un rôle à jouer pour transmettre ce principe aux jeunes générations. Nous nous sommes dotés également, en 2021, d'un conseil départemental de la laïcité et des valeurs de la République. Ce dispositif réunit bien sûr des élus du conseil départemental, mais aussi des enseignants, des chercheurs, des experts, avec pour mission d'alimenter notre réflexion, mais aussi la réflexion de toutes et de tous, sur les grandes orientations et les actions du conseil départemental sur ce sujet précisément. Frédéric de la Morena, maître de conférence en droit public à l'Université Toulouse-Capitole, membre du Conseil des sages de la laïcité, et Laurent Bégou, directeur de la Fédération départementale des MJC, auront l'occasion tout à l'heure de venir nourrir nos échanges. Alors permettez-moi à tous les deux d'abord de m'excuser pour cet après-midi. Ils auraient dû venir nous présenter les conclusions de leurs travaux en session. J'ai dû gérer une situation conflictuelle, mais finalement qui s'est apaisée dans le dialogue avec des représentants du personnel et des agents. Donc, nous décalons à la session de janvier vos travaux. Mais j'écouterai avec attention vos conclusions parce que je pense qu'elles ne seront pas éloignées de celles que vous alliez nous livrer cet après-midi. Je vous remercie vraiment par avance. En conclusion, je voudrais vous faire part d'une conviction. La Haute-Garonne, je l'ai dit un peu dans mon propos, ce n'est pas qu'un territoire. C'est une espérance pour beaucoup d'entre nous et beaucoup de celles qui regardent et de celles et de ceux qui regardent la Haute-Garonne. J'ai la conviction que c'est un creuset de la République, dans son histoire, dans celles et ceux qui nous ont précédés à nous, dans cette salle et ailleurs, où la laïcité et la citoyenneté se construisent quotidiennement et devra encore se construire d'eux-mêmes. J'en terminerai par ces mots.
Merci de votre écoute. Merci encore, Najat, de t'être jointe à nous. Et je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Et la parole est à présent à Najat Vallaud-Belkacem sur la thématique de l'éducation, un chemin d'émancipation. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci infiniment, Monsieur le Président du département, cher Sébastien, de cette invitation. Je suis ravie d'être parmi vous. C'est un moment très important pour moi que de partager cette célébration de la laïcité, parce que je crois que c'est bien de cela qu'il s'agit, en effet. Un moment comme chaque 9 décembre, depuis qu'en effet, en 2015, nous avions décidé de créer cette journée nationale de la laïcité pour faire le point sur cette valeur qui nous tient à cœur, mais que l'on sait menacée, beaucoup. Menacée par les coups de boutoir des religieux, des fondamentalistes, qui malheureusement nous ont donné beaucoup d'illustrations ces dernières années, j'y reviendrai. Menacée aussi par les instrumentalisations qui en sont faites de cette laïcité et par voie de conséquence par la désaffection que l'on constate dans toute une jeune génération. La dernière enquête d'opinion à ce sujet nous apprenait par exemple qu'une majorité des 18-34 ans aujourd'hui se méfie de la laïcité. Difficile de rester indifférent à cela. Au fond, rien de ce qui concerne la laïcité ne nous laisse jamais indifférents, à commencer par le fait qu'en son nom, ou plus précisément pour la combattre, on ait pu sauvagement assassiner des enseignants. Et je veux commencer, si vous me le permettez, mon propos par vous demander une minute de silence, une minute à la mémoire de ceux pour qui nos cœurs n'ont jamais cessé de saigner depuis qu'on les a pris pour cible, à la mémoire de Samuel Paty et de Dominique Bernard. Merci infiniment. Samuel Paty, Dominique Bernard et tous les autres qui, sans subir ce sort tragique, ont eu à vivre et ont encore aujourd'hui à vivre l'angoisse des conséquences de devoir faire respecter cette règle de vie en commun au sein de l'enceinte scolaire. Ils incarnent à eux seuls toute la difficulté de l'école aujourd'hui, à être assaillis d'injonctions paradoxales. Faire respecter la laïcité, lui dit-on, ne laissez rien passer, imposez-vous, imposez votre autorité et votre fermeté. Et en même temps, parfois les mêmes qui disent cela importent allègrement les querelles des hommes dans l'école. Celle-là même que Jean Zay nous exhortait à ne jamais faire rentrer dans l'enceinte scolaire, sous peine de rompre le fragile équilibre de ce qui devait être, disait-il, un asile inviolable. Quelle querelle, me demanderez-vous? Et qui? Mais tant de monde et tant de querelles. Ceux qui refusent qu'on s'oppose au port de signes religieux ostentatoires à l'école ou qu'on aborde telle ou telle dimension de l'enseignement. Ceux qui refusent que l'on sourie devant des caricatures supposément blasphématoires. Ceux qui refusent qu'une enseignante emmène ses élèves visiter un centre de demandeurs d'asile à Calais. Ceux qui menacent de mort une autre enseignante parce qu'elle a fait apprendre à ses élèves une chanson dans plusieurs langues à la fois, dont l'arabe. Ceux qui vouent aux gémonies des enseignants, des infirmières scolaires qui apprennent l'égalité filles-garçons ou les règles innocentes de la vie affective et sexuelle aux élèves. Et oui, je cite tout cela en vrac, car tout se tient dans l'obscurantisme. Et la grande confusion, elle vient de ceux qui sont capables de vous dire dans un même souffle qu'il est scandaleux de remettre en cause la laïcité,
mais qu'il est normal de contester l'enseignement pour d'autres raisons. La laïcité, cette immense valeur d'émancipation individuelle et de cohésion nationale, qui impose qu'on laisse au vestiaire les stigmates de nos différences, elle vaut mieux que cela. Elle vaut mieux que les instrumentalisations qui en sont faites. Lorsque j'étais ministre, j'avais cette chance inouïe de pouvoir passer d'établissement en établissement et de parler souvent de laïcité avec les élèves. Et je leur expliquais alors, voilà ce qu'est la laïcité. Voyez-vous, dans de si nombreux pays à travers le monde, le fait que vous ayez telle ou telle conviction religieuse ou que vous n'en ayez pas peut faire de vous la victime de discrimination, de traitements différenciés. Vous pouvez alors avoir affaire à la police, à la justice, de façon stigmatisante parce que vous n'entrez pas dans le moule. En France, nous avons cette chance inouïe d'avoir la conviction religieuse de notre choix ou l'absence de conviction et d'être traités pareillement par tous les services publics à qui est imposée une règle de neutralité. 13 pays dans notre monde sont susceptibles de condamner à mort les personnes qui sont athées. Lorsque j'expliquais cela aux élèves, soudain, ils comprenaient. Ils comprenaient la valeur de la laïcité. Bien sûr, je n'avais alors que quelques instants à passer avec eux. J'étais ministre, pas enseignante. Et je savais que pour les enseignants, il en allait autrement et que ça ne s'improvise pas de faire au quotidien la pédagogie de la laïcité. Et c'est pour cela que durant tout mon mandat de ministre de l'Éducation, nous avons voulu développer cette pédagogie de la laïcité, l'accompagner. La charte de la laïcité qui a été apposée dans tous les établissements et même signée par les parents d'élèves en début d'année scolaire dans le livret scolaire. L'enseignement moral et civique que j'avais construit en 2015 avec de nombreuses ressources pour parler avec les élèves, pour développer leur esprit critique, avec des pédagogies attractives, novatrices, et notamment, j'aimais beaucoup cela, des discussions à visée philosophique, des dilemmes moraux adaptés à l'âge de l'enfant. L'enseignement laïque des faits religieux, c'est-à-dire l'enseignement de ces faits religieux comme des faits sociaux, pour permettre une meilleure compréhension du monde et faire tomber les idées reçues. Mais aussi des temps dédiés que nous avions mis en place, comme cette journée justement nationale de la laïcité qui était censée, dans tous les établissements scolaires, associer les parents le 9 décembre. Des ressources pratiques comme le livret laïcité qui répondait aux questions pragmatiques qu'on pouvait se poser dans des établissements scolaires. Et même une réserve citoyenne dans laquelle des citoyens de bonne volonté venaient concourir à renforcer l'école dans tous ces combats. Oui, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Et puis la formation des enseignants, qui manque tant à tant d'entre eux. Le problème, quel est-il ? Le problème, c'est que tout le monde n'a pas forcément la même lucidité quant à cette nécessité d'expliquer toujours, d'expliciter, de défaire dans les écoles les tourments de la discorde alimentée hors des écoles. Alors, aussitôt qu'une alternance se profile, on voit défaire parfois le travail qui a été fait, disparaître les heures de formation continue, revoir la conception même de l'enseignement moral et civique, qui est passé de cet aspect très attractif et novateur que j'évoquais tout à l'heure à quelque chose qui est devenu du formatage, de l'évangélisation. Oui, beaucoup de choses sont défaites, jusqu'à, pour rester un instant sur cet enseignement moral et civique, ne pas se rendre compte qu'en réduisant le nombre d'heures qui est consacré à l'histoire-géographie dans les lycées professionnels, eh bien, on a réduit aussi l'accès des élèves des lycées professionnels à cet enseignement pourtant majeur. Alors, oui, il faut de l'autorité. Le nombre d'abayas portés après le coup de chaud d'il y a quelques mois a baissé, semble-t-il. Et c'est très bien, parce qu'il est normal qu'on soumette, comme le fait la loi de 2004 très justement, les élèves à un devoir de discrétion, interdisant le port de signes religieux ostensibles. Pourquoi ? Parce qu'à l'âge scolaire, dans ce contexte d'acquisition des bases du savoir, il est essentiel que chacun puisse développer son esprit critique et se forger librement ses opinions, sans subir de pression.
parce que l'école doit rester à l'écart du prosélytisme, tout prosélytisme, qu'il soit politique, commercial, religieux, comme le disaient déjà les circulaires de Jean Zay en 1936. Mais le savez-vous, de l'apparence, de la tenue, eh bien, les atteintes ou les manifestations d'hostilité à la laïcité dans les écoles se sont déportées vers les propos, les comportements, les provocations verbales. Voilà ce que nous disent les évaluations. Oui, il était important d'exprimer qu'une tenue manifestant ostensiblement une appartenance religieuse n'avait pas sa place à l'école, mais non, en faire l'unique sujet de la rentrée scolaire cette année-là, inviter avec insistance les médias à venir aux portes des écoles pour en faire le sujet de querelle nationale de la rentrée, n'était pas la façon la plus pertinente de régler le problème. Surtout avec des adolescents qui savent parfaitement appuyer sur ce qui fait mal et qui, ayant repéré que les lignes rouges des adultes étaient celles-là, la laïcité, la religion, s'y précipitent alors pour s'affirmer. Surtout quand aux yeux de ces adolescents qui regardent avec beaucoup d'attention notre cohérence, nous autres adultes donnons parfois le sentiment d'un deux poids, deux mesures. Je ne parle pas des enseignants en disant cela, je parle des politiques. À ma gauche, cette scène ubuesque qui se passe dans l'Académie de Versailles, dans une école de Clamart, lorsque la rectrice de Versailles, il y a quelque temps, venant ce jour-là pour une opération contre le harcèlement scolaire, tourne le dos exaspéré et décide de repartir parce qu'elle a vu que dans les parents accompagnateurs de cette opération, il y avait ce jour-là une mère qui portait un foulard. À ma droite, un rapport sur Stanislas, qui décrivait pourtant des classes non mixtes, voire des propos homophobes régulièrement tenus, et qui reste des mois durant sur le bureau d'un ministre qui ne daigne même pas l'ouvrir. C'est compliqué tout cela. Et je m'étonne toujours que certains fassent comme s'ils ne voyaient pas le problème. Et c'est d'autant plus compliqué, naturellement, que tout cela s'inscrit par ailleurs dans des territoires et des réalités d'établissement qui ne sont pas les mêmes. Car depuis plusieurs années, les questions sociales s'effacent derrière les assignations identitaires et limitent notre compréhension des faits. Mais nous savons que la réalité, c'est que les élèves dont on parle sont aussi et de plus loin les plus nombreux à vivre en HLM, à ressentir la crise économique et sociale, et que le vrai sujet, c'est l'absence flagrante de mixité sociale qui a conduit à une homogénéisation, pour ne pas dire une ghettoisation, dans certains établissements scolaires. Et c'est là qu'on assiste alors à des phénomènes de repli ou de pression religieuse. C'est là qu'on manque de débat, de mélange, d'interactivité entre élèves qui ne se ressembleraient pas, et qu'on finit avec du repli communautaire. Il faut donc à la fois travailler sur les valeurs pour que ces jeunes s'approprient pleinement leur citoyenneté républicaine, comme vient de le dire Sébastien, mais aussi lutter contre la ségrégation sociale, scolaire, d'origine, car l'absence de mixité empêche l'expérience de l'altérité qui est au fondement du vivre ensemble. Je suis ici dans un département pour lequel j'éprouve un immense respect pour le rôle qu'il a joué en matière de lutte contre l'absence de mixité sociale dans les collèges. Alors je ne vous ferai pas l'injure de vous redire à quel point la ségrégation sociale alimente les dynamiques communautaristes et à quel point, au deux bouts de l'échelle en réalité, dans le haut de l'entre-soi comme dans le bas du ghetto, c'est le séparatisme à l'égard de nos valeurs communes qui risque de se creuser. Faire vivre ensemble les élèves, leur faire pratiquer l'altérité au quotidien par l'expérience de la véritable mixité, voilà qui épargnera d'inutiles et coûteux SNU ou cours d'empathie factice. Alors oui, pour en revenir à la laïcité, valeur cardinale de l'école, sachons faire vivre notre autorité d'adulte, être aux côtés des enseignants, les protéger, ne rien laisser passer. Vous savez-vous que c'est à partir de 2015, en effet, que nous avons commencé à recenser les atteintes à la laïcité au lendemain des terribles attentats contre Charlie. Un énorme travail avait été fait à ce moment-là, dans le cadre de ce que nous avions appelé la mobilisation de l'école pour les valeurs de la République. Une consultation très large
80 000 personnes pendant plusieurs mois, avait fini par donner lieu à des mesures qui se sont installées dans le temps, à la fois pour gérer les crises, généralisation des procédures de signalement et d'alerte, détection et prévention de la radicalisation à l'école, lien entre l'éducation et la police pour favoriser l'intervention immédiate des forces de l'ordre quand il y en avait besoin, plan particulier de mise en sécurité des établissements scolaires, exercice de protection des élèves et des enseignants, formation à la gestion de crise des personnels de direction, aide et accompagnement pour les élèves, pour les équipes en difficulté, avec notamment les référents laïcité et les référents radicalisation dans chaque académie. Oui, mesdames et messieurs, le rôle de l'école, c'est de concourir à la formation de la personnalité, de permettre l'émancipation par la connaissance, de faire prévaloir le savoir sur le croire. Alors, aucune de ces contestations n'était acceptable. Un dialogue éducatif et, le cas échéant, une sanction, pour mettre fin à ce qui a pu être, en effet, par le passé, non pas une omerta, une volonté de cacher quoi que ce soit dans les établissements scolaires, non pas un refus de faire des vagues, mais simplement une absence de système d'information, une difficulté à distinguer la nature des incidents. Alors, pour faciliter ces signalements, nous avions mis en place une enquête annuelle sur la sécurité, des enquêtes de climat scolaire, un système de remontée des faits graves quotidiens. Bref, où en sont nos élèves aujourd'hui? Y a-t-il un retour du religieux? Dans une société qui doute d'elle-même et de son avenir, il y a sans doute une plus grande religiosité, qu'il ne faut d'ailleurs pas forcément confondre avec de l'intégrisme. Je ne suis pas sûre qu'il y ait plus de croyants, à vrai dire, mais il y a plus de monde qui veut rendre sa croyance plus visible. Mais le plus préoccupant, je vais vous dire, c'est la défiance d'une partie de cette jeunesse vis-à-vis de principes fondamentaux comme l'autorité du savoir scientifique, la primauté de la loi collective sur les convictions individuelles, la montée du relativisme, on la voit partout, l'adhésion parfois massive aux théories du complot qui fleurissent sur Internet. Il faut, pour résister à ces dogmes, à ces obscurantismes, être outillé intellectuellement, avoir développé son esprit critique. Et c'est pour cela aussi que nous avions développé l'éducation aux médias et à l'information et fait travailler de nombreux chercheurs pour avoir des outils pédagogiques solides face à ce fléau du complotisme. L'école, au fond, il ne faut pas s'en étonner, elle est perméable au climat de tension identitaire qu'entretiennent tous ceux qui veulent opposer les citoyens entre eux. Mais en même temps, l'école, c'est le meilleur rempart contre les discriminations pour de nombreux élèves, à condition qu'on lui en donne les moyens. Toute notre action à l'époque a consisté à renverser une tendance lourde pour l'école qui aggravait les inégalités. Il faut se souvenir qu'on sortait d'une période où 80 000 postes d'enseignants avaient tout de même disparu. Nous en avons recréé 60 000. Nous avons renforcé l'éducation prioritaire. Nous avons donné plus de moyens à des établissements qui connaissaient plus de difficultés sociales. Aujourd'hui, encore, je le dis, les professeurs ne peuvent pas être laissés seuls. Ils ont besoin de formation. Mais quelle est la réalité? La réalité, c'est que, comme cette dynamique de création de postes n'a pas été poursuivie après 2017, il n'y a pas assez d'enseignants pour que les professeurs se libèrent pour aller en formation. C'est aussi simple que ça. Parce que sinon, leur classe reste sans enseignants. Je rappelle que la formation continue des professeurs français est le parent pauvre de notre système éducatif, à comparer avec la Suède, Singapour, le Japon. Savez-vous que les enseignants du premier degré ont quelques 18 heures de formation continue par an? Ceux du second degré n'ont même pas la chance d'avoir un nombre d'heures établi. Prenons le Japon. Les enseignants ont là-bas 100 heures de formation annuelle. Oui. Prendre au sérieux ces sujets-là, c'est accepter d'être aux côtés de nos enseignants et de leur procurer ce dont ils ont besoin. Et puis c'est aussi se poser la question du respect que nous avons tous, ou plutôt souvent de l'absence de respect, pour les enseignants. Car les provocations, on l'a dit, viennent des élèves, certes, elles viennent aussi des parents. Il y a une bien plus grande violence dans la société qu'autrefois à l'égard de ces figures d'autorité que sont les enseignants. Chaque année, 12% des personnels d'éducation sont victimes de menaces, d'insultes dans le cadre de leurs fonctions.
Il ne faut pas sous-estimer l'impact de ces menaces sur le plan psychologique et la façon dont l'exercice de leur mission s'en trouve ensuite complexifié. Il est primordial de réagir sans tarder et de redire aux parents que les insultes et les menaces sont dans l'absolu des infractions pénales, mais que plus encore, après Samuel Paty, après Dominique Bernard, aujourd'hui, le moindre enseignant qui reçoit une menace de violence, voire de mort, a le sentiment d'avoir au-dessus de sa tête une épée de Damoclès, parce qu'il sait que cela peut finir par se traduire en actes. Et puis les saillies et les provocations, elles viennent aussi des politiques et des observateurs. Pardon, mais lorsqu'on préconise l'allongement du délai de carence, on s'en prend aux conditions de travail des enseignants, on plombe leur salaire. Lorsqu'un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy pour ne pas le citer, explique rigolard que les enseignants ne travaillent que 6 mois par an, on discrédite encore un peu plus cette profession et on l'affaiblit dans le regard des parents et des élèves. Lorsqu'une ancienne ministre de l'Éducation, certes brève, dévalorise l'enseignement public en le dénigrant pour promouvoir un établissement privé confessionnel sous contrat, croit-on vraiment que l'on fait du bien à notre école et à nos enseignants? De la même façon, lorsque, au lieu de les aider, on fait de cette laïcité dont nous parlons ce soir un chiffon rouge pour éviter d'évoquer tous les autres sujets éducatifs si lourds, oui, on met en difficulté nos enseignants. Et les autres sujets éducatifs si lourds, c'est, je le disais, le nombre d'enseignants déjà. À la rentrée 2024, il manquait un enseignant dans la moitié des collèges et lycées de France. C'est absolument colossal. De la même façon, la question des enfants en situation de handicap n'est toujours pas prise au sérieux. Alors, que vous dire? Comment faire maintenant? Il faut apaiser le débat. Il faut apaiser le débat sur cette question sensible qu'est la laïcité, sur cette question sensible qu'est l'école. Il faut outiller les responsables éducatifs face à la massification scolaire et à la pluralisation culturelle des élèves. Le principe premier et constitutif de l'école, c'est la pédagogie. Donc, chaque fois que le message politique, d'où qu'il vienne, vient cliver et tendre les choses au lieu de conduire un dialogue patient, respectueux, c'est un problème. De manière plus générale, il faut recréer du consensus autour de l'école. Il faut accepter de se poser la question des moyens qu'on accepte d'y mettre. Je rêve que soient organisés des états généraux avec les syndicats, les partis, les Français, les parents, et qu'on invente, comme pour la Constitution, un texte dédié à l'école qui serait, pourquoi pas, adopté au 3/5 du Congrès et qui permettrait aux enseignants d'y voir enfin clair. Un texte qui poserait les grands principes de la scolarité et qu'on ne retouche ensuite que d'une main tremblante. Laisser la politicaillerie au vestiaire et voir à nouveau l'école de la République en grand. Refuser qu'elle soit prise en otage à la fois par les fanatiques religieux et par les extrémistes de l'autre camp qui en profitent pour jeter régulièrement en pâture des millions d'élèves d'une certaine confession. Sortir de cette spirale délétère et de cette alliance objective. Voilà ce que je recommande pour notre école et ce que je recommande pour notre laïcité. Merci à vous. Merci Najat Vallaud-Belkacem. Alors, le président en a parlé tout à l'heure. Nous avons 2 membres du conseil départemental de la laïcité parmi nous. Et c'est peut-être pour faire la transition avec cette séquence d'échange avec vous, avec la salle, que je vais leur demander un peu ce qu'ils ont pensé. Alors, bien évidemment, ce qu'ils ont pensé, pas de toute l'intervention, parce que c'est tellement riche. Il y a tellement de sujets que vous avez abordés, mais peut-être un fait saillant qui vous a marqué. Donc, on va vous apporter le micro donc, à Frédéric de la Morena, qui est maître de conférences en droit public à l'Université Toulouse-Capitole, et Laurent Bégou, qui est le directeur de la Fédération départementale des MJC. Ils sont au premier rang. On va vous apporter un petit micro pour avoir une réaction et éventuellement une question, la première question pour Najat Vallaud-Belkacem. Frédéric de la Morena. Bonsoir. Merci Madame la Ministre. Alors,
on pourrait parler pendant des heures de tout ce que vous avez développé. Je reviendrai juste sur quelques petits points et je vous poserai une ou deux questions. Alors, vous avez commencé en disant que la laïcité était menacée. C'est vrai, elle l'est, vous avez dit, par les fondamentalistes et par une instrumentalisation dont elle fait l'objet. Je rajouterais peut-être qu'elle l'est aussi par les laïcs qui se taisent et qui souvent ont arrêté de combattre. Voilà, je voulais rajouter ça. Vous avez parlé de l'importance de l'EMC. Alors l'EMC, c'est important, c'est vrai, mais il est dommage très souvent que dans les établissements, l'EMC, enfin, ou que la transmission de la laïcité soit laissée sous la responsabilité des professeurs d'EMC. La laïcité concerne l'ensemble de la communauté éducative et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enseignants qui se reposent, ou même des chefs d'établissement, qui se reposent un peu trop sur les professeurs d'histoire géo et d'EMC. Et c'est très difficile pour eux, voilà, de supporter, d'avoir le poids de cette transmission. Ensuite, vous avez dit très justement, on est tous d'accord que l'école était à l'écart et devait être à l'écart du prosélytisme. Et moi, je me demande, est-ce qu'elle doit être protégée non seulement du prosélytisme, mais de toute expression religieuse. Une expression religieuse n'est pas forcément une expression prosélyte. Et donc, j'irai plus sur cette question-là. On sait que la laïcité, c'est quand même la séparation. La loi de 1905, c'est la loi de séparation. C'est celle qui sépare la sphère publique, la sphère privée. Et comme vous l'avez dit, le croire du savoir. Et donc, ma question, ce serait de vous demander, vous avez commencé en parlant de l'école qui était une enceinte, comment doit-elle réagir? Comment doit-on réagir face à l'entrisme religieux qui existe de plus en plus de la part d'associations qui veulent intervenir à l'école, de la part de particuliers, parfois des ministres du culte qui veulent intervenir, de la part de parents qui veulent intervenir, qui veulent exprimer leurs opinions religieuses sans pour cela faire du prosélytisme. Donc actuellement, est-ce qu'elle est encore une enceinte? Est-ce qu'elle doit le rester? Et donc, est-ce qu'elle doit uniquement lutter contre le prosélytisme, mais contre tout phénomène d'expression religieuse dans son sein? Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup pour démarrer. On va peut-être répondre, Laurent Mégou va ensuite intervenir, quelques éléments de réponse par rapport à ces premières interrogations. Oui, je pense que si il y avait un doute sur la position institutionnelle qui doit être la nôtre en réponse à votre question, la loi de 2004 est venue le lever. Parce que la loi de 2004 est venue préciser encore une fois ce fort devoir de discrétion qui s'impose aux élèves, qui sont dans un cercle très particulier à l'école, comme mineurs en cours d'acquisition des savoirs de base, comme devant développer leur esprit critique, ne pas être soumis à des pressions. Donc c'est vrai, vous avez raison de dire que les pressions, au fond, elles viennent pas simplement d'un prosélytisme assumé et affiché, elles peuvent venir simplement de la présence autour de soi de signes religieux distinctifs ou de propos manifestant des appartenances. Et donc, je suis d'accord avec vous, il faut que l'école soit à l'écart de cela. À l'école, on doit laisser au vestiaire les manifestations d'appartenance religieuse. On est là pour autre chose. Le croire, ça appartient à chaque individu, très bien, mais le savoir, c'est ce moment de vivre ensemble que vous offre l'école et pour lequel il faut avoir un esprit complètement disposé à l'accueillir. Donc pas perturbé par ce genre de choses. Donc oui, moi je suis pour qu'on dise avec force que à l'école, pas de signes religieux, pas de manifestations religieuses. Un petit mot quand même sur l'enseignement moral et civique, vous en avez parlé. En France, on aime bien les dispositifs ou les systèmes. Et là, effectivement, on a l'impression d'avoir un dispositif, un cours qui est donné à l'enseignement d'histoire-géographie. Et effectivement, on a l'impression que ça va faire le boulot. Donc les autres profs peuvent se dire, on se décharge, il y a un enseignement, tout va être réglé par cet intermédiaire. Est-ce que tout est vraiment réglé? Alors vous avez parlé un peu de cet enseignement qui a été vidé, à votre avis, de sa substance un peu, de l'esprit un peu initial. Est-ce qu'on peut se reposer seulement sur cet enseignement? Ces cases qui perdent des heures, vous avez dit. Non, et j'adhère aussi à ce que vous disiez sur l'indispensable transversalité au fond de cette pédagogie de la laïcité. Ça ne peut pas être réglé déjà par un enseignant d'une discipline. L'enseignement moral et civique, quand on l'avait mis en place, il n'avait pas vocation à n'être enseigné que par les professeurs d'histoire géo. Dans les faits, ça s'est un peu installé comme cela parce qu'autrefois, l'instruction civique faisait partie du programme d'histoire géo, donc il y avait une espèce de culture comme ça qui s'est poursuivie.
Mais dans tous les enseignements, en français, même en mathématiques, en sciences, d'ailleurs, souvent, on dit les contestations d'enseignement viennent en SVT, par exemple. Eh bien, ça veut bien dire que tous les enseignants, d'où la nécessité de la formation continue. Et au-delà des enseignants, je pense à tous les personnels non enseignants, les CPE, les infirmières scolaires, les psychologues de l'éducation nationale, tous ces gens qui, à un moment donné, doivent intervenir pour manifester que quelque chose ne va pas dans le comportement ou la provocation verbale des élèves et savoir comment le faire et savoir expliquer pourquoi. Parce que parfois les élèves, c'est vrai, j'évoquais cet âge adolescent où on aime bien appuyer sur ce qui fait mal. On a tous des enfants, beaucoup d'entre nous ont des enfants adolescents. On sait ce que c'est. Mais en même temps, il faut à la fois faire preuve de compréhension pour cet âge et fixer des règles et fixer des normes. Et donc, je pense que la transversalité de cette pédagogie de la laïcité s'impose. Laurent Mégou, une réaction peut-être sur une partie du propos de Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour, et merci Madame la Ministre pour ces propos qui, pour l'essentiel, rejoignent les préoccupations que nous travaillons au sein du Conseil départemental de la laïcité. Nous nous rejoignons sur cette pédagogie, de la laïcité. Ce qui nous a souvent animés dans nos travaux, c'est de pouvoir à la fois se dire qu'elle repose sur la connaissance du droit. Ça nous a toujours quand même préoccupés. C'est comment finalement faire vivre la laïcité s'appuie sur la connaissance du droit. Et sur l'exercice, alors je vais le dire comme ça parce que ici c'est ma formation liée à l'éducation populaire et qui vient l'exprimer de cette manière. L'exercice de la discussion. Et l'exercice de la discussion, c'est un art qui se construit. C'est un art difficile qui implique la capacité pour les enseignants à établir ce lien avec un groupe et avec des individus dans un groupe. Et aujourd'hui, c'est compliqué. C'est difficile, vous l'avez dit. Et sans doute, il y a là une attention à porter par tous les élus, par les mouvements d'éducation populaire autour de l'école publique, mais aussi les syndicats d'enseignants, mais aussi les organisations, pour, dans l'actualité d'aujourd'hui, ne pas laisser les enseignants dans cette difficulté. Parce que parfois, ça devient difficile et dramatique. Donc comment, très, très concrètement, on peut reconstruire ensemble cet art de la discussion. Et la question que je me pose, et que je vous pose, c'est finalement jusqu'où faut-il impliquer les parents dans ce travail-là? Faut-il les laisser à l'extérieur de l'école ou faut-il trouver des manières qui réhabilitent aussi la possibilité de discuter avec les parents? Parce que malheureusement, il y a un certain nombre de parents qui créent parfois plus de troubles que les enfants qui leur échappent. Et l'école doit permettre cette possibilité aux enfants, finalement, de vivre leur esprit critique en dehors aussi du cercle familial. Donc là, il y a une question un peu complexe de la porosité de l'école vis-à-vis de la famille. Et je ne sais pas s'il y a une réponse simple, mais c'est peut-être une question qui serait intéressante de creuser. Oui, bien sûr, c'est une question absolument majeure, parce que dans les faits, c'est pas si simple d'y répondre, dans le sens où on aimerait tous dire simplement, bah voilà, l'espace de l'école, c'est l'espace où en effet les parents acceptent de remettre leurs enfants en faisant confiance. Sauf que on voit bien des manifestations de défiance, de méfiance des parents envers l'école. Et j'ai eu à en vivre une moi-même quand j'étais ministre. Vous vous souvenez de cette époque, il y a 10 ans, où j'avais mis en place les ABCD de l'égalité sur les questions d'égalité filles-garçons, et que savamment orchestré était né une espèce, savamment orchestré par des réactionnaires, était né une espèce de mouvement de journée de retrait de l'école, parce qu'on avait persuadé, ces réactionnaires avaient persuadé certains parents que ce qu'on allait apprendre à leurs enfants dans les écoles à travers cet apprentissage relativement innocent, c'était qu'ils pouvaient changer de sexe ou d'orientation sexuelle comme de chemise. Et donc, c'était très intéressant de constater quelles étaient les familles qui s'étaient laissées prendre à cela. Et en fait, c'était les familles populaires, les familles éloignées de l'école, de ses codes, et qui nourrissaient en réalité à l'égard de l'école pas forcément une franche hostilité, mais en tout cas de la méfiance. Et pourquoi cette méfiance s'était-elle creusée
tout au long de ces années, parce que parfois cette école avait pu donner le sentiment de ne pas respecter les engagements qu'elle prenait. Alors attention, ce n'est pas de la faute des enseignants, ça. Ce que ça veut dire, c'est qu'au fronton des écoles liberté, égalité, fraternité, dans les grands discours méritocratie, si vous travaillez, si vous faites des efforts, vous serez récompensé. Et puis alors dans ces quartiers populaires, on constatait que travail, effort, mérite, discrimination quand même sur le marché du travail, pas forcément de reconnaissance du mérite, etc. Et donc c'est comme ça que la défiance d'un certain nombre de familles s'est creusée à l'égard de l'école. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça ne peut plus suffire de dire non, l'école doit être étanche par rapport aux familles, rester dehors. D'ailleurs, moi, quand j'étais ministre de l'Éducation, l'une de mes premières actions, ça a été justement de remettre les familles autour de la table. Parce qu'il me semblait très important que les parents s'investissent dans la réussite scolaire de leurs enfants. Et que les parents soient regardés aussi avec respect. C'est pour ça que j'ai du mal avec les histoires de mères accompagnatrices de sortie scolaire qui portent un foulard et qu'on va traiter avec mépris, dédain et les vouer aux gémonies. J'ai du mal avec ça, parce que je me dis toujours, derrière cela, il y a un enfant qui se dit, en fait, c'est ma famille, ma mère, ma culture, etc., qui est rejetée par cette école. Comment je pourrais donc adhérer à ce que me dit cette école ? Donc, il y a un sujet qui est très touchy, qui est très délicat, mais je pense qu'il y a une voie de passage. Et j'en veux pour preuve, je vais prendre une analogie dans un tout autre domaine, mais que du coup vous connaissez bien ici, qui est justement la question de la mixité sociale. Ce qu'on a fait quand, à Toulouse, on a fait ces grandes opérations à partir de 2015 qui consistaient à mélanger des élèves qui venaient du Mirail avec des établissements de centre-ville. Pour organiser cela, souvenez-vous du nombre de réunions publiques associant les familles qui ont été mises en place pour justement prendre le temps du dialogue, répondre aux réticences, lever les blocages, revoir sa copie, etc. Et en fait, ça a été extrêmement précieux. Et à la fin, ça a marché grâce à ça. Ça n'aurait pas marché sinon. Parce que sinon, les familles, elles sont prises dans des injonctions qu'elles ont intériorisées elles-mêmes. Elles pensent que c'est mieux d'extraire son enfant de la masse ou que, après tout, c'est plus confortable de rester dans son quartier plutôt que de l'envoyer ailleurs, etc. Donc, il y avait beaucoup de réticences à lever. Et donc, ce dialogue a montré que même pour le bon fonctionnement de l'école, prendre le temps de la discussion, de la pédagogie, là aussi la pédagogie de la laïcité, c'est pas fait que pour les élèves. Il y a plein de parents qui ne comprennent pas, surtout lorsqu'ils viennent d'ailleurs au fond et qu'on leur a jamais expliqué pourquoi. Parce que nous, on connaît l'histoire de la laïcité, comment elle s'est installée en France, quels ont été les débats et comment est-ce que c'était deux France qui s'opposaient à l'époque et qu'on a mis fin à cette confrontation. Bref. Mais beaucoup de gens ne le savent pas, donc je pense que nous gagnerions, et c'est vrai que c'est au niveau des collectivités locales plus que de l'État central que ça se fait, à avoir des grandes réunions publiques avec les parents, y compris pour expliquer ce qui se passe à l'école, pour faire de la transparence, pour éviter tout ce qui est complotisme, etc. Merci beaucoup. Merci aux deux membres du conseil départemental de la laïcité. Dans la salle, n'hésitez pas à lever la main bien haut. On a des spots qui sont assez... Alors l'idée, c'est... Frédéric de la Morena avait parlé des laïcs, parfois un peu timides, qui se taisent. Ne vous taisez pas ce soir. Si vous avez besoin de prendre la parole, n'hésitez pas. Oui. Bonsoir Madame la Ministre. Alors moi je suis chef d'établissement et je vous remercie de tout ce qui a été mis en place depuis 2015 parce que ça a grandement facilité notre travail quant à la gestion effectivement des faits qui pouvaient avoir lieu dans les établissements, ne serait-ce que le logiciel fait établissement ou les équipes des valeurs de la République au sein des rectorats et les formations évidemment. Après, pour rebondir sur ce que vous disiez, la transversalité, on a encore dans le Code de l'éducation les enseignements pratiques interdisciplinaires qui nous permettaient de travailler avec plusieurs professeurs autour de projets. Et j'ai pu, dans mon établissement précédent dans la Sarthe, travailler sur des projets autour des valeurs de la République avec des profs de français, des profs d'histoire, des profs de latin. Et c'était quelque chose qui fonctionnait bien, mais on nous a coupé un peu l'herbe sous le pied en 2017. Donc il existe encore des choses qu'on peut faire.
Le parcours citoyen, on n'en a pas parlé, mais dedans, effectivement, il y a tout un tas de compétences qu'on peut développer avec les élèves. Et on a la chance d'être dans un département où les chefs d'établissement peuvent s'appuyer sur le parcours laïque et citoyen qui a été mis en place par le département de la Haute-Garonne, ce qui n'existe pas forcément dans tous les départements. Donc c'est peut-être quelque chose à réfléchir au niveau national, à une incitation, parce que c'est une énorme chance. En plus, maintenant, on peut le faire aussi sur les politiques de harcèlement scolaire depuis la rentrée dernière. Et je dirais qu'on a parlé de formation des profs, des autres personnels, mais aussi il faut former les personnels de direction. Je pense que beaucoup d'entre nous sont un peu désarmés parfois sur ce qu'il faut faire, comment faire. Alors on a des formations continues, on a des formations initiales, mais sur les valeurs de la République, finalement, moi l'année dernière, il y a 2 ans, j'ai eu 6 heures de formation très théorique, où on a absorbé énormément de choses qu'on savait plus ou moins sur la laïcité, sur les valeurs de la République, mais ça reste très très peu. Et je pense qu'en solution, et la question c'était celle-là, pourquoi ne pas proposer que dans tous les établissements de France, il y ait des équipes de direction complètes. Moi par exemple, j'ai un collège de près de 500 élèves sans adjoint, où je suis référent du PIAL. Je dois en même temps m'occuper de pédagogie, de gestion du personnel et aussi évidemment de ces questions de laïcité. Alors c'est certes un collège très favorisé, où il n'y a aucune mixité sociale dans mon établissement, puisque je n'ai pratiquement que des publics très favorisés. J'étais très naïf pendant les 4 premières années en pensant qu'il n'y avait pas trop de problèmes de laïcité dans mon établissement, parce que c'était quelque chose qui était tranquille. Et en fait non. Et donc cette année, voilà, j'ai mis en place des actions grâce au PLC sur la laïcité. On a fait venir le mémorial de la Shoah sur le dispositif Hors les murs pour travailler, parce qu'en fait on a eu énormément de jeunes qui ont enfreint les règles de la laïcité, avec beaucoup d'attaques antisémites, notamment de la part de certains élèves qui se disent ouvertement pratiquants catholiques et qui s'en sont pris ouvertement à des élèves qui se sont manifestés comme étant juifs. Et voilà, donc depuis 1 an, je gère ça dans mon établissement, donc on y arrive. Mais je pense qu'une équipe, des équipes de direction complètes, et puis aussi, et ça manque très fortement dans beaucoup d'établissements, des CPE, des infirmiers, des psychologues de l'éducation nationale et des assistants sociaux et des médecins. Parce qu'en fait, on demande actuellement aux profs de faire ce travail-là. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on leur dit qu'il faut s'occuper de la laïcité, il faut s'occuper du harcèlement scolaire, maintenant il faut s'occuper de la santé mentale des élèves, il faut s'occuper évidemment de pédagogie, de réussite scolaire, les profs sont usés et fatigués. Et je pense que oui, il faut que la laïcité soit l'affaire de tous, mais déjà si vous avez des équipes de direction complètes et des équipes de direction sur lesquelles on peut s'appuyer avec des psychologues, des assistants sociaux, des infirmiers, des médecins, on va grandement pouvoir retravailler ça. Et ça manque crûment. Voilà. Donc on est motivé dans l'éducation nationale, on essaye de faire les choses. On en est déjà à 6 ministres en 2 ans. On essaie de comprendre où est-ce qu'on doit aller. On répond toujours en tant que fonctionnaire à nos ministres, évidemment. Mais voilà. Donc personnellement, je pense que c'était plus simple entre 2014 et 2017, où il y avait une constance et où on avait enfin parlé d'éducation et de pédagogie. Et voilà, à titre personnel, je voulais vous remercier aussi pour tout ce qui avait été fait sous votre direction du ministère de l'Éducation nationale. Voilà, merci. Merci. Merci beaucoup. Vous avez dit beaucoup de choses. Alors c'est vrai que je n'ai pas évoqué le parcours citoyen, mais puisque vous l'avez fait, tant mieux. 2 choses rapides. Bon, d'abord, évidemment, mais c'est ça que j'appelais de mes voeux quand je disais ce serait bien d'avoir des états généraux pour que les gens soient éclairés sur ce dont on a besoin dans les établissements scolaires. Parce que je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte qu'en effet, ne pas avoir un CPE dans un établissement, mais c'est une catastrophe en fait. Qu'avoir beaucoup d'élèves avec juste un proviseur ou un principal et pas d'adjoint, c'est un problème. Enfin, voilà, donc tout ça, il faut qu'il y ait une prise de conscience des véritables besoins de l'éducation, parce que sinon, c'est trop facile d'aller dire on consacre trop d'argent, etc., ce qui est faux par ailleurs. Et notamment, ce que vous m'avez inspiré, c'est que quand vous disiez qu'on manque d'assistants sociaux, etc., récemment, j'étais dans un établissement en Seine-Saint-Denis et une professeure a eu un propos qui m'est resté gravé dans la tête. Elle m'a dit, donc évidemment, dans ce lycée, on n'a pas d'assistante sociale, pas d'infirmière, etc. Et donc, du coup, nous, les professeurs,
en permanence sommés de jouer aux pompiers, en fait, de gérer de l'urgence, alors que l'enseignement, c'est censé être une histoire de temps long, mais en fait, on doit gérer des crises en permanence et jouer à être l'assistante sociale, l'infirmière, etc., en plus d'être le professeur. Et elle a dit, et vous savez, c'est particulièrement difficile, lorsque vous avez été l'assistante sociale d'un élève, d'être ensuite son professeur. Parce qu'en effet, étant entré en profondeur dans toutes les difficultés familiales, sociales, psychologiques, etc., c'est très compliqué ensuite de faire le prof, carré, mettre des notes, des évaluations, etc., en ayant tout ça en tête et en n'osant même plus sanctionner quand il faut sanctionner, etc. Donc, chaque métier a sa raison d'être et de chaque fonction, on a besoin dans les établissements scolaires. La deuxième chose que vous avez dite qui est très importante pour moi, c'est que souvent, quand on évoque les atteintes à la laïcité, on a une image exclusive en tête, c'est la remise en cause de l'interdiction faite de montrer des signes religieux ostensibles. C'est pas que ça, l'atteinte à la laïcité. C'est en effet l'antisémitisme, c'est en effet le racisme, c'est tout ce qui, à un moment donné, porte atteinte à des individus qui appartiennent ou sont supposés, en fonction de leur apparence, appartenir à telle ou telle communauté religieuse notamment. Et ça, je trouve que ces dernières années, on a quand même assez peu parlé de lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Bon, évidemment, avec les faits récents, on parle un peu davantage de la nécessité de lutter contre l'antisémitisme, et tant mieux. Mais moi, j'entends pas trop de discours sur la lutte contre le racisme aussi. Donc je pense qu'il faut remettre tout ça dans un même paquet parce que c'est la même chose. Si on doit laisser au vestiaire tous les stigmates de notre différence, ça veut dire qu'il ne faut pas accepter d'être pris à partie parce qu'on appartiendrait à telle ou telle communauté, que ce soit par d'autres élèves ou parfois par des adultes. Un petit mot également, parce que ça a été dit, c'est un mot qui a été glissé. J'ai eu une formation, pas beaucoup d'heures, assez théorique. Et j'aimerais m'arrêter sur ça parce que souvent, quand on a des professeurs qui vont discuter en salle d'épreuve, qui vont se croiser, ils vont souvent parler de cas extrêmement concrets. J'ai un tel qui a fait ça, comment tu as fait, est-ce que ça t'est déjà arrivé, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et souvent, on a des formations qui peuvent être, alors sur les grands principes de la laïcité, sur ce qu'il faudrait faire, pas faire, mais peut-être pas forcément assez d'exemples. Est-ce qu'il est possible d'avoir des formations beaucoup plus concrètes, beaucoup plus pratiques, à partir d'échanges d'expériences, pour savoir exactement, quand il se passe quelque chose dans un établissement, ce qu'on fait? Parce que j'imagine que c'est dur pour les chefs d'établissement, c'est dur pour les professeurs, des fois de savoir réagir à une situation extrêmement concrète. Et ils sont souvent démunis dans leur classe. C'est un peu ce que j'évoquais dans mon propos tout à l'heure quand, parlant des ressources pédagogiques spécifiques que nous avions créées, j'ai évoqué le livret laïcité. Parce qu'en fait, c'était vraiment un livret qui servait à ça, avec des situations très pratiques, à la cantine, pour aller faire du sport, il se passe telle situation, qu'est-ce qu'on fait, comment on réagit, c'était très pragmatique. Et je tiens à dire d'ailleurs, pardonnez-moi, mais que ce livret laïcité, on l'avait conçu notamment avec l'Observatoire national de la laïcité, et que l'une des choses que je regrette profondément de ces dernières années, ça a été de supprimer cet observatoire. Cet observatoire était précieux, il disait le droit, on a besoin que soit dit le droit. Et aujourd'hui, je trouve que ça manque cruellement, cette vigie qu'était l'Observatoire de la laïcité. Mais c'est comme ça qu'on répond à des situations très concrètes. Merci. Qui veut poser une question? Monsieur. Oui, bonsoir, merci. Je voulais évoquer un reportage que j'ai vu ces jours-ci à la télé sur 2 établissements, je crois, de la région d'ailleurs. C'était hier ou avant-hier, je crois, sur la télévision régionale. Ces 2 établissements dans 2 villages différents, dont les bâtiments des établissements scolaires ont des signes religieux sur le toit de l'école, sur le haut de la grille. Alors, il y a un débat qui s'est instauré entre les 2 maires, l'ancien et le nouveau. Alors, l'ancien, il voulait supprimer tout ça, et l'actuel a dit que non, ça faisait partie du patrimoine et qu'il fallait le laisser. Moi, j'avoue que ça me gêne de le laisser, mais enfin bon, c'est mon opinion. Voilà. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Eu égard à ce qu'on a dit sur la loi, Frédéric de la Morena en a parlé, vous en avez parlé aussi. Je suis assez d'accord avec vous. En fait, vraiment, au-delà de l'intérêt, de manière générale, qu'il y a à être cohérent dans tout ce qu'on porte, n'oubliez pas que nous sommes regardés par les jeunes.
En fait, c'est ça. Hein. Encore une fois, vous savez, parfois l'analogie fonctionne bien avec ce qui se passe au sein de votre propre famille. Quand vous dites à vos enfants arrête de trop regarder les écrans, mais que vous passez votre vie sur les écrans, bah, votre parole, elle porte un peu moins. Si on dit à nos élèves, bah non, la laïcité, il faut la respecter, c'est comme ça, c'est le système scolaire, etc., et qu'en même temps, on accepte qu'il y ait des atteintes évidentes, et qu'on on soit dans la compromission, et ben, on a du mal à faire passer ce message-là aussi. Donc, exemplarité, moi, je suis pour que les signes religieux n'apparaissent pas dans ces écoles. Merci beaucoup. Monsieur qui avait demandé la parole tout au fond. Ah, c'est madame, je crois. Oui. Bonsoir. Oui. Bonsoir, Annie Crochery. Moi, je suis présidente des Francas, et donc un mouvement d'éducation populaire. Et je pense que c'est important, pour reprendre un peu l'objet du discours du monsieur là tout à l'heure sur la formation. Je pense qu'il y aurait intérêt peut-être à faire organiser des formations conjointes et partagées entre le monde associatif et le monde de l'éducation nationale. Je parle à double casquette puisque je suis retraitée de l'éducation nationale. Et donc, dès le primaire, où il y a un partenariat assez important qui se crée, on a commencé déjà à monter des formations partagées sur certaines thématiques qui sont tout à fait positives. Et ça mériterait d'être élargi à l'ensemble. Après, je remercie aussi le conseil départemental pour l'investissement sur les PLC. Merci. Merci beaucoup. Je rajoute juste qu'on a parlé beaucoup de formation. Vous avez indiqué qu'il y a certains pays qui ont beaucoup d'heures de formation, mais avec un système qui permet peut-être de remplacer les professeurs pendant les heures de formation. Parce que ça, on peut dire autant qu'on veut qu'on peut former à la laïcité ou à d'autres sujets, mais encore faut-il que le système puisse fonctionner et que les enfants aient encore des professeurs devant eux. Alors, je crois qu'il y a on va prendre une réaction rapide et ensuite le... Oui, pardon, juste pour réagir rapidement, merci beaucoup, madame, et vous n'aviez pas besoin de préciser ce qu'étaient les Francas, je les connais bien. Merci d'avoir remis l'éducation populaire dans la discussion, parce que c'est vrai que mon propos a été centré sur l'école, mais j'ai complètement conscience que l'éducation, ça dépasse les murs de l'école et qu'on doit être absolument en partenariat étroit. Et cette idée de formation commune, c'est une idée absolument essentielle parce que c'est très important que les enfants, les élèves, enfants, entendent la même parole des différents cercles d'adultes qu'ils croisent. Donc de la même façon que tout à l'heure on disait les parents doivent être associés dans le sens eux-mêmes bénéficier d'une forme de pédagogie de la laïcité, c'est très important que dans leurs activités sportives, culturelles, etc., les adultes à qui ils ont affaire disent la même chose. Donc oui, 1000 fois en faveur de cette formation commune. Et juste, pardon, si je peux commenter ce que vous venez de dire. J'ai pris l'exemple de l'étranger pour frapper les esprits, parce que je crois que quand même 18 heures face à 100 heures, ça frappe les esprits. Mais le plus choquant dans cette histoire, c'est que même quand on compare la situation face à la formation continue des enseignants en France par rapport aux autres agents du service public dans d'autres ministères, en fait, les enseignants sont les moins bien lotis. C'est-à-dire qu'en moyenne, donc je disais les 18 heures de formation annuelle, ça fait à peu près, on va dire, 1 jour et demi, on va dire, de formation pour les enseignants, alors que dans les autres services publics, ministères, ils sont plutôt à 7 jours. Donc en fait, c'est étonnant parce qu'on vit sur une espèce de, là encore, de compromission où on se dit, ouais, c'est pas très important que nos enseignants soient formés. Mais pourquoi c'est absolument majeur, et pas seulement pour les questions de laïcité, même pour les questions de gestion de classe, etc. C'est majeur parce que, encore une fois, à l'échelle d'une famille, on se rend compte quand on a plusieurs enfants décalés en âge, que les générations changent quasiment tous les 3 ans, quoi. Que c'est plus les mêmes élèves, c'est plus les mêmes enfants, qu'ils ont plus les mêmes refs, comme on dit, qu'on s'adresse plus, l'interactivité qu'on a avec eux, c'est plus exactement la même, les codes, il faut les renouveler, etc. Et donc, du coup, forcément, un enseignant doit apprendre à changer, faire évoluer sa pratique. Et ne pas le faire, à contrario, c'est quand même vraiment passer à côté du cœur de ce qu'est l'école, c'est-à-dire l'apprentissage, il me semble.
Sachant que c'est un métier qui est à la fois très collectif, parce qu'on se dit dans l'établissement, il y a plein de profs, on croise énormément de monde, mais c'est quand même une pratique qui peut être aussi considérée comme solitaire dans la classe. Et les profs ont souvent pas le temps, je regarde plutôt le directeur d'établissement, mais pas forcément le temps d'échanger en permanence dans un rythme qui est assez effréné. Il faut s'occuper de beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'à prendre le temps de se poser, effectivement, de se former et d'échanger, de partager les expériences, c'est pas toujours facile. Monsieur, au fond. Je suis une dame. C'est une dame aussi, je suis Oui. désolé, vous êtes vraiment au fond. Oui, Deuxième erreur. Alors, je tenais à parler un petit peu de mon expérience personnelle. En fait, je suis issue de l'île de la Réunion. Et à la Réunion, toute petite, en fait, on avait énormément d'insignes religieux dans la cour de récréation. On était avec des musulmans, des catholiques, des mahorais, et que ça posait absolument pas problème. J'étais dans une école française laïque, et la laïcité, en fait, faisait partie de nos enseignements, parce qu'en fait, on n'avait pas de cours ou d'ateliers particuliers pour l'exprimer, parce qu'on vivait ensemble en parfaite harmonie. Bon, c'est pas non plus en fait l'île. Enfin, il y avait le communautarisme, mais à l'extérieur. Donc ça arrivait en fait en métropole. Je suis enseignante et je constate que pour que la laïcité vive, déjà en fait, vous parliez tout à fait au début que c'était en fait le pilier de la liberté. Moi, je pense que déjà c'est l'égalité. Et lorsqu'on est dans un pays où les inégalités en fait se renforcent et où il y a la crise économique, parler de laïcité, c'est un peu compliqué. Mais par contre, je l'ai fait. Je le fais à ma manière et je constate que dans le collège où je suis, qui est un collège REP, j'ai donné un poème en début d'année qui parlait de Dieu. Et ce poète disait que Dieu n'avait pas créé le monde. Et j'avais beaucoup d'enfants musulmans dans la classe. Et j'attendais leur retour. Et j'ai été stupéfaite de voir qu'ils m'écoutaient lire ce poème. Je leur ai demandé leur réaction. Et il y en a un qui a osé dire « Mais madame, non, c'est Dieu qui a créé le monde. » J'ai dit « Ben voilà, le poète, il n'est pas d'accord. Il dit des choses comme ça. Et toi, tu penses autrement. » Et bien en fait, le débat il a pu avoir parce qu'on était 20 dans la classe. La laïcité est possible, l'esprit critique est possible quand on nous donne les moyens. Et or, en fait, aujourd'hui, l'éducation nationale est en miettes, tous les services publics sont en miettes, et je ne sais pas comment on peut enseigner la laïcité, l'égalité, tout ce qui tient, en fait, qui sont les piliers de la République. On ne peut pas le faire quand on a déjà une classe surchargée. On ne peut pas le faire quand, en fait, on nous demande en même temps de rendre les élèves compétitifs et que ceux que j'ai en face de moi, je sais très bien qu'ils resteront toujours en dessous de ce qu'on demande pour être inclus dans cette société ultralibérale. Et vraiment, moi, je le vis super mal. Voilà. Najat Vallaud-Belkacem. Merci pour votre intervention. Là, vous abordez un sujet connexe qui est extrêmement important. En effet, c'est à quoi sert l'école? Qu'est-ce qu'on est censé y apprendre? Moi, j'ai tendance à être assez d'accord avec vous. Je ne suis pas sûre que l'essentiel de ce qui doit y être appris soit la compétition, jouer des coudes, etc. Je ne suis pas sûre que ce soit ça. D'autant que je trouve qu'en fait, on est de plus en plus dans des sociétés, dans des mondes, dans même des économies d'interdépendance où, au fond, c'est bien plus précieux d'apprendre à coopérer, à travailler avec les autres, à respecter les autres, plutôt que cette concurrence et cette compétition effrénée. Je ne suis pas sûre d'ailleurs que ça rende heureux les enfants ou les élèves, que ça pousse au bien-être. Par exemple, pardon, parce que je ne suis pas censée faire trop de prendre trop de positions politiques, mais toutes les réformes des dernières années qui ont consisté à pousser toujours plus loin cette compétition et toujours plus tôt, toujours plus précocement, sont un problème. Je veux dire, Parcoursup, cette idée que non, l'enseignement supérieur, c'est pas fait pour tout le monde.
Et puis ensuite, on va même plus bas, alors du coup, réforme du lycée. Et puis alors du coup, dès la classe de seconde, au printemps de la classe de seconde, vous voyez à quoi ressemble un adolescent de 15 ans, il faut avoir une idée extrêmement claire parce qu'il faut bien choisir son enseignement de spécialité parce que si on se gourre, d'abord, il vaut coefficient 18 au bac, donc voilà. Et puis ensuite, si on n'a pas le bon, eh ben, on n'aura pas l'enseignement supérieur de son choix. Oh, la tension que ça met dans les familles. Est-ce que c'est à ça que doit ressembler la scolarité de nos enfants? Mais moi, j'en suis pas sûre du tout, du tout, du tout. Et c'est problématique parce que du coup, bah, les familles, en fait, c'est pour ça que moi, je jette rarement la pierre aux familles parce que les familles, en fait, elles font comme elles peuvent dans le cadre qui leur est fixé. Et donc, si vous mettez ce type de comportement très concurrentiel, etc., et compétitif très tôt dans la scolarité, il ne faut pas s'étonner que les familles, elles se disent « Ah bah alors, au moment de l'inscription au collège, voire même plus tôt, hein, en primaire, voire même en maternelle, il faut bien que je le mette dans le bon établissement pour que surtout, voilà, il soit préservé et qu'il ait toutes ses chances. » Et en fait, c'est ça qui est délétère. Donc, moi, je crois que, on devrait d'abord, dans les fameux états généraux, essayer de se mettre d'accord sur un principe simple. Tous les enfants sont éducables. Tout le monde n'en est pas persuadé. Vraiment. Moi, vous savez, quand j'étais ministre et que j'agissais sur les questions justement de justice, d'accès à la réussite éducative pour tous, etc., j'avais souvent affaire à des gens, et parfois, je dois le dire avec tristesse, y compris dans mon propre camp, qui me disaient « Mais oui, mais en même temps, c'est normal que les parents essayent d'extraire leur enfant de la masse. » Et régulièrement, je répondais « Attends, ce que tu appelles la masse, on est bien d'accord que ce sont d'autres enfants qui ont tout autant vocation, eux aussi, à vouloir être éduqués dans de bonnes conditions, qu'on leur fasse confiance et qu'on les tire vers le haut, quoi. » Donc, en fait, se mettre d'accord sur l'idée que tout enfant est éducable et qu'on est là pour tirer chacun d'entre eux le plus haut possible. Et donc, que les pouvoirs publics doivent donner à tous les établissements les moyens de fonctionner. Tout ce que vous avez décrit, ce n'est pas le cas. Entre le moment où j'ai quitté le ministère de l'Éducation nationale et aujourd'hui, le nombre de contractuels dans l'éducation nationale a augmenté de 70%. Je vous le dis parce que c'est des chiffres qu'on ne voit jamais dans la presse. C'est quand même pas rien. Parce qu'évidemment, quand on dit accès à la formation continue, etc., autant vous dire que pour les contractuels, il y en a encore moins que pour les autres, hein. Bon, donc, donner les moyens vraiment aux établissements scolaires et à tous les établissements scolaires. 2, se dire qu'à l'école, bien sûr qu'on apprend des savoirs, des disciplines, tout ça est très important, mais on apprend aussi une façon d'être au monde, une façon de le comprendre, le monde. C'est pour ça que les enseignements pratiques interdisciplinaires qu'évoquait monsieur le chef d'établissement tout à l'heure étaient très importants. Parce que c'est bien de connaître par cœur des formules mathématiques et puis des dates de l'histoire et des lieux de la géographie, mais si vous pouvez mettre en résonance tous ces savoirs-là pour comprendre les défis qui se présentent à nous en matière de changement climatique et tant d'autres choses, ou de géopolitique, c'est encore mieux en fait. On n'est pas des singes savants, on n'en fait pas des singes savants, on en fait des gens aptes à être au monde. Être au monde, c'est à la fois le comprendre, mais c'est aussi être porteur d'un certain nombre de valeurs. Et ouais, la solidarité, la coopération, l'empathie, c'est des choses qu'on doit apprendre et qui, dans les faits, et c'est ça que vous exprimez, madame, entrent en contradiction avec cette injonction à la compétitivité. Donc moi, je suis pour que, encore une fois, on ait une large conversation publique sur qu'est-ce qu'on attend de notre école, comment on fait en sorte qu'elle s'adapte aux défis actuels. Les enfants ne vivent pas du tout dans le même monde, y compris celui dans lequel je vivais quand j'étais élève. Donc il faut l'accepter, quoi. Voilà. Merci. Je souligne d'ailleurs un petit peu le propos de madame, parce qu'on parle souvent, on brosse un tableau un peu noir quand on fait le constat. On parle souvent d'atteinte à la laïcité, mais là, vous avez vécu une magnifique non-atteinte à la laïcité dans l'exemple que vous nous avez donné sur le poème. Et ces moments existent aussi quand même dans l'éducation nationale, heureusement. On en parle moins souvent parce qu'on parle plutôt du versant un peu plus sombre des atteintes à la laïcité. Monsieur. Oui, bonsoir, monsieur, dames. Merci beaucoup, madame la ministre, pour l'ensemble de vos propos. Merci aux représentants du comité départemental de la laïcité. Merci à notre président du département et son équipe pour tout ce qu'ils font pour justement la laïcité, notamment les conférences annuelles. Alors, un petit témoignage. D'abord,
un petit peu insuffisance de la présence des DDEN, ce qu'on appelle les délégués départementaux de l'éducation nationale, dans notre département. Dans le département voisin, il y a à peu près 40% de couverture. Et chez nous, dans la Haute-Garonne, il y a à peu près quelque chose entre 15 et 20%. Les bénévoles qui sont présents dans les écoles, justement pour surveiller, pour veiller au respect des valeurs de la République. Entre autres, moi, je suis universitaire, mais retraité, mais je suis présent quand même dans 4 écoles différentes de Toulouse et de ma commune Blagnac. Ensuite, une question au plan international. Ne pas évoquer effectivement ce que vous avez dit, vous avez souligné tout à l'heure les 13 pays qui condamnent à mort ceux qui portent les valeurs de la laïcité, mais des pays comme les États-Unis qui déforment notre laïcité. Au Canada aussi, mais dans d'autres pays, notamment au sommet de ces pays. Je ne veux pas parler du dernier président élu qui a des formules à emporte-pièce, je ne parle pas de lui, je parle de M. Obama, qui, lors de sa présidence, à plusieurs reprises, dans ses discours, malmenait la laïcité. Souvent, il déforme le sens de la laïcité, souvent, il présente la laïcité comme quelque chose contre la religion. Il croit que la séparation, donc après 120 ans, de séparation de l'Église et de l'État, il nous reste encore pas mal de choses à faire. Vous les avez déjà soulignées. Et que faire au plan international? Il faudrait peut-être que nos politiques apportent un peu plus d'éclaircissement au niveau du véritable sens de la laïcité. Merci beaucoup. J'ai dit. Merci beaucoup. C'est très important ce que vous évoquez. Je suis complètement d'accord. Et du coup, ça va un petit peu dans le sens de ce que madame qui vous êtes exprimée en tout premier tout à l'heure disiez. Quand vous disiez, en gros, il faut que tous les laïcs s'expriment et s'expriment fort et assument. En fait, parfois, j'ai le sentiment que ce qui nous manque, c'est notamment un récit à l'international. Parce que, en fait, c'est très préjudiciable de ne pas avoir de récit clair de ce qu'est la laïcité à la française, à l'international. D'ailleurs, moi, j'ai remarqué une chose, c'est que en anglais notamment, il n'y a pas vraiment, ou dans les autres langues, il n'y a pas vraiment de traduction juste de ce qu'est la laïcité. Généralement, on la traduit par sécularisme ou athéisme ou des choses comme ça, mais c'est pas du tout la même chose. Donc, le sécularisme, c'est le recul de la religion dans une société. Ok, l'athéisme, on voit ce que c'est, mais la laïcité, c'est un principe d'organisation de société qui est vraiment autre chose. Et je suis d'accord que tant qu'on laissera finalement cette incompréhension ou cette volonté manifeste de ne pas comprendre à l'étranger s'installer, perdurer, c'est problématique parce que du coup, ici, certains vont s'en servir pour dire, bah, vous voyez que c'est une violence qui nous est faite. D'ailleurs, à l'étranger aussi, on dit que c'est une violence qui nous est faite. Donc, je trouve que, enfin, je le dis aux think tanks divers et variés, aux observatoires divers et variés qui travaillent sur cette question de la laïcité, il y aurait quelque chose à faire pour rédiger en anglais, puisque c'est la langue monde malheureusement aujourd'hui, une définition précise et puis aller défendre ça dans des journaux anglais, sur des médias anglais. Là, c'est vraiment un travail de rayonnement de notre laïcité à l'étranger qu'il faut mener. Ouais. C'est un débat qu'on avait eu lors de précédentes rencontres de la laïcité pour essayer de savoir quel pays, au niveau mondial, pouvait être considéré comme laïque à la française. Et en fait, il y a tellement une spécificité de cette laïcité française que c'est pas si facile. Il y a plein de formes de laïcité, mais c'est assez difficile en fait d'exporter un modèle qui est assez unique. Et ça serait intéressant d'avoir une. Alors moi, on m'a dit, je ne veux pas vous induire en erreur, hein, mais on m'a dit récemment qu'un pays comme le Sénégal, je ne sais pas s'il y a des Sénégalais ici, se targuait aussi d'avoir un système proche de la laïcité. Donc c'est une internationale de la laïcité pour comparer les systèmes. Alors, une question, on va donner le micro à monsieur, ensuite on redonnera rapidement le micro aux membres du conseil départemental de la laïcité. Oui, monsieur.
Madame la ministre, bonsoir et merci pour vos développements. Je me projette pour les années à venir avec un espoir que la gauche revient au pouvoir et vous voir au centre de cette éducation que vous avez marquée. Et ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a une place dans vos projets éducatifs des années à venir, une articulation entre vos compétences d'éducation nationale et votre présidence actuelle de la France, terre d'asile, d'introduire un parcours de la République fraternelle dans l'éducation nationale? Je m'inspire de cela du fait que nous avons des textes qui légifèrent sur la liberté, des textes qui légifèrent sur l'égalité, mais nous n'avons pas de texte clair sur la fraternité. Donc la question est de savoir, est-ce que c'est possible de permettre à cette France, terre d'asile, de se transformer en république fraternelle qui accueille tout le monde, avec des supports de parcours, par exemple, de genre, d'introduire des expositions dans tous les établissements de la République pour du comparatisme. Quand je dis le comparatisme, ça permet, et la question que vous venez de poser est pertinente, d'introduire que la laïcité n'est pas spécifique à la France et de traduire les travaux des chaires de la laïcité, de l'histoire de la laïcité, l'avancement de nous, les chercheurs universitaires, qui ont accumulé du savoir sur l'interculturel et sur du comparatisme, d'introduire des travaux de ce genre. Donc, je souhaite que votre ministère des années à venir puisse faire un parcours d'introduire la Shoah, le Rwanda et des Khmers rouges comme massacre de l'humanité pour permettre du comparatisme. Merci. Merci à vous. Elle voulait éviter de parler politique. Là, elle est déjà, d'ores et déjà, à nouveau ministre. Non, mais vraiment, c'est pas pour vous lancer des fleurs, mais je trouve que vraiment c'est très intéressant hein, ce que vous dites, parce que c'est vrai que la liberté, l'égalité sont expliquées par beaucoup de textes. S'agissant de la fraternité, à la limite, on peut se dire que la solidarité est explicitée par certains textes, des aides diverses et variées, on voit à peu près ce que ça représente, mais en fait, c'est pas exactement synonyme solidarité, fraternité. La fraternité, c'est quelque chose qui, en tout cas au sens où je l'entends moi, de façon très intuitive, je ne suis pas chercheuse, pardon, mais c'est quelque chose qui relève d'autre chose que d'une forme de charité. Et la fraternité, c'est se reconnaître en l'autre, comme s'il était un autre soi-même. Et donc, vraiment, c'est... en fait, ça a à voir avec l'humanité, avec ce qu'on a tous en commun, notre commune humanité. Or, notre commune humanité, Dieu sait qu'elle est mise à mal ces dernières années, et vous avez fait allusion à mon mandat de présidente de France Terre d'Asile. Bien sûr, moi je souffre, si vous voulez, parce que je trouve que... Je vais vous donner un exemple précis. En ce moment, comme vous le savez, compte tenu de la situation en Syrie, aussitôt que des cris de joie, et on espère vraiment que toute cette histoire ne va pas tourner mal, mais des cris de joie ont éclaté un peu partout, avec des Syriens qui enfin avaient le sentiment, après s'être réfugiés en Europe notamment, etc., que les choses changeaient, qu'ils allaient pouvoir renouer avec la liberté. On a entendu un certain d'entre eux dire maintenant je vais retourner dans mon pays. Et la question que je me pose beaucoup, moi, en ce moment, c'est qu'est-ce qu'ils vont emporter avec eux de l'expérience de l'accueil que nous leur avons fait vivre en Europe ces 10 dernières années. Parce que globalement, après le pic de 2015, où l'Allemagne s'était pas mal comportée, etc., ces 10 dernières années, ça n'a été qu'une dégradation continue, vraiment,
avec une forme d'inhospitalité terrible. Et moi, je le vois, la réalité, c'est que le manque de places d'hébergement, les gens qui dorment à la rue, l'impossible accès, y compris à un apprentissage du français, etc. Des situations de non-accès aux soins. Et puis alors le discours public, toujours sur le mode hostile, quand ça n'est pas carrément injurieux. Donc cette expérience-là, nos amis syriens qui vont retourner chez eux, ils en emportent quoi ? Imaginons que demain, ils soient en mesure, parce qu'ils sont dans un processus de reconstruction de leur pays, d'accéder eux-mêmes à des responsabilités, etc. Certes, j'imagine qu'ils ne voudront plus d'une dictature qu'ils ont tellement abhorrée ces dernières années chez eux, mais est-ce qu'on leur a laissé les moyens d'adhérer véritablement à nos valeurs démocratiques ici, qu'on met haut et fort sur les frontons de nos écoles, etc., et en fait, dont ils ont fait l'expérience de l'exact inverse quand ça les concernait eux. Donc, en fait, le sujet, c'est que cette commune humanité, ces dernières années, à travers la question de la demande d'asile, des réfugiés, etc., elle s'est totalement émoussée, on l'a perdue de vue, on n'éprouve plus d'empathie. Enfin, pardon, je ne parle pas des gens dans cette salle, peut-être que c'est votre cas, mais allumez votre télé régulièrement et vous allez comprendre de quoi je parle. C'est terrifiant, c'est terrifiant. Donc moi, je suis pour que des textes viennent préciser ce qu'on entend par commune humanité, fraternité, à base de choses simples. Le fait de ne pas sauver les gens de la noyade en mer Méditerranée, c'est de la non-assistance à personne en danger. C'est une violation flagrante de notre commune humanité, etc., etc. Il y a plein de choses comme ça. Pardon, mais dans le budget qui vient d'être retoqué parce que le gouvernement s'est fait censurer, savez-vous seulement qu'il était prévu de supprimer 6500 places d'hébergement pour demandeurs d'asile ? Ça veut dire qu'en plein milieu de l'hiver, vous avez vu le temps qu'il fait dehors, on s'apprêtait, si ce budget avait été voté, à mettre 6500 personnes au minimum à la rue, sans solution. Donc je suis d'accord avec l'idée qu'il faudrait qu'on arrive à, mais ça c'est des chercheurs qui doivent travailler là-dessus, mais écrire quelques principes simples qui fassent vivre la fraternité au-delà des grands mots et des grands discours. Alors, on va prendre une dernière intervention, peut-être pour conclure. S'il n'y a pas d'autres mains qui se lèvent. Alors, il y a des mains qui se lèvent, ça se lève souvent à la fin. On va essayer de prendre les deux questions alors derrière quand même pour que personne ne soit frustré. Bonjour à tous, bonsoir. Merci déjà pour cette super conférence. Je suis juste une maman, Marie-Emmanuelle, je suis juste une maman et j'ai une question qui me tarabuste depuis des années. Quand est-ce que la loi sur la laïcité doit être, que les enfants puissent la lire? Pour l'avoir posé à plusieurs professeurs, enseignants, en maternelle, en élémentaire, pour être parent d'élèves dans des associations de parents d'élèves, au collège, au lycée, et en fait, ça a été toujours, c'est trop tôt, puis finalement, ils l'ont tous déjà lu, ce qui n'est pas le cas. La loi de 2004, c'est vrai qu'elle a aidé sur des choses concrètes, mais quand j'ai que 2 enfants, mais quand je leur ai fait lire cette loi, elle est simple, elle est claire, et en fait, à l'école, peut-être que je n'ai pas eu les bonnes écoles, mais ils ne la lisent. Pour moi, autour de moi, j'ai peu d'enfants, d'ados et de jeunes adultes qui ont lu cette loi. Et du coup, j'aimerais bien savoir quand c'est qu'elle est possible. Merci. Il est possible aussi qu'il n'y ait pas que des enfants, mais des adultes qui ne connaissent pas forcément la loi. On va prendre la deuxième. Je pense que Najat Vallaud-Belkacem aura l'agilité d'esprit pour répondre aux 2 questions à la suite. Bonsoir. Moi, je suis peut-être la seule qui vient de l'enseignement privé sous contrat catholique. Voilà, donc je suis contente d'être là ce soir parce que pour avoir vécu à l'étranger 10 ans en Palestine et 3 ans en Belgique, j'ai apprécié notre laïcité à la française. Donc moi, comme ancienne élève de l'enseignement privé catholique sous contrat avec l'État, comme actuelle salariée, je souffre aussi de cette absence de mixité. Et je voulais savoir, quand vous avez été ministre ou si vous êtes à nouveau ministre, quelles sont les possibilités?
Parce que vous savez que les bâtiments sont entretenus grâce aux contributions des familles. Il y a aussi des cantines qui sont beaucoup plus chères que dans le public. Donc moi, je suis tout à fait favorable à cette mixité parce qu'elle ferait du bien à nos élèves. Et voilà, merci. Laïcité, mixité, on est pleinement dans le thème. Pour madame qui disait quand est-ce qu'on la lit, la laïcité, c'était vraiment ce questionnement obsessionnel qu'avait en tête mon prédécesseur Vincent Payon, que je tiens à saluer et à qui je veux rendre hommage, ministre de l'Éducation avant moi, quand on est arrivé en 2012, parce que c'est ça qui l'a poussé à installer justement la charte de la laïcité dans les établissements scolaires pour qu'elle soit vue. Alors du coup, elle était la loi de laïcité, les règles de laïcité étaient un peu résumées succinctement, mais enfin c'était assez pédagogique honnêtement, et du coup c'était très lisible. Et moi je me suis notée, si je peux vous renvoyer vers une petite vidéo qui a été construite et qui est diffusée sur Lumni, comme ça peut vous aider à en parler avec vos enfants si besoin, qui s'appelle « La laïcité, un moyen pour vivre ensemble », que je trouve hyper bien faite. Elle doit faire 4 minutes, j'ai hésité à la diffuser, mais bon bref, vous la regarderez. Et elle est parfaitement claire. Vraiment. Donc oui, je pense qu'il ne faut pas hésiter à revenir à la source. Alors le problème, c'est qu'aller faire lire du Aristide Briand, etc. en primaire, c'est peut-être un peu compliqué, mais en tout cas, tous ces objets qui rendent plus accessibles les textes et puis l'histoire de cette valeur, c'est très bienvenu. Mais allez voir Lumni. Et pour madame, en fait, moi, l'enseignement privé, si vous voulez, je pense qu'on a un petit sujet en France, c'est que en réalité, on est vraiment dans une situation qui ne ressemble à nulle autre. Parce qu'il y a d'autres pays autour de nous qui ont de l'enseignement privé. Hein. En Europe, par exemple, vous avez le Royaume-Uni, l'Espagne, vous avez de l'enseignement privé. Mais à chaque fois, c'est pas tout à fait comme chez nous. Par exemple, au Royaume-Uni, les établissements privés ne reçoivent pas d'argent de la puissance publique, mais sont complètement libres de leur recrutement d'élèves. Ils prennent qui ils veulent prendre. En Espagne, ils reçoivent de l'argent public, mais du coup, ils ne sont pas libres de leur recrutement. L'État leur impose de respecter un nombre d'élèves boursiers, etc., des choses comme ça. Il n'y a que chez nous qu'il y a le beurre et l'argent du beurre. On a les financements publics et on est libre de son recrutement. Et on n'est même pas obligé de faire la transparence sur la façon dont on recrute. Donc en fait, moi, c'est un peu ça qui me pose problème. Il peut y avoir dans la salle des gens qui disent qu'il faut carrément mettre fin à l'enseignement privé. Ça m'arrive régulièrement de croiser des gens comme ça dans les conférences, mais moi, ce n'est pas exactement le discours que je porte. Moi, je dis, après tout, que ça puisse exister, why not? Longtemps, ça a été complémentaire. Normalement, c'est encadré par la loi, 20%, etc. Par contre, je pense qu'il faut revoir la question du recrutement des élèves. Je ne suis pas opposée à ce que la puissance publique puisse contribuer au financement de l'enseignement privé, mais alors on fait respecter à l'enseignement privé des missions qui sont des missions d'intérêt général, faire évoluer les élèves ensemble, mixité sociale, faire progresser tous les élèves, mixité scolaire, accueillir les élèves en situation de handicap, inclusion, etc. etc. Voilà, moi c'est tout ce que je dis. Après, je ne confonds pas cette problématique-là de l'enseignement privé avec les enseignants qu'on retrouve dans l'enseignement privé. Et donc, je rappelle que c'est l'État qui les envoie, qui les rémunère et qui les contrôle. Donc, je parle de l'enseignement privé sous contrat en disant ça, évidemment. Donc, que je sois bien claire là-dessus. Merci beaucoup. Non, pas de mot de la fin pour le conseil départemental. Allez, un petit mot, Frédéric de Mornay, peut-être pour boucler la boucle, et on aura le mot de la fin de Najat. Alors, j'ajoute qu'il y aura une séance de dédicace. Najat Vallaud-Belkacem va rester un petit peu avec nous, qui aura lieu ici, je vais vous le redire tout à l'heure. Mais pour l'instant, Frédéric Lamorena, suite à ces échanges. Alors, rapidement, je vais me permettre quelque chose à titre personnel. je me lance. Vous avez regretté la fin de l'Observatoire de la laïcité. En disant qu'il n'y avait plus rien eu après. Si, il y a eu quelque chose. Il y a eu le Conseil des sages de la laïcité. Nous avons travaillé énormément.
Nous avons fait un vadémécum sur la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, un vadémécum sur la laïcité scolaire qui est utilisée dans tous les établissements. Donc voilà, je voulais un petit peu dire qu'il y a quand même des choses qui ont été mises en place, hors politique, gauche-droite, c'est pas le problème. Des équipes valeurs de la République dans tous les rectorats. Voilà. Alors même si les choses sont encore à parfaire, il y a quand même eu des progrès. Voilà. Et je regrette, ça c'est vraiment personnel, je regrette que ça n'a pas été fait avant. Voilà. Donc ça c'était la première chose. Et la deuxième chose que je voulais dire, et là c'est une réflexion que je fais en tant que prof, moi je crois qu'il ne faut pas transmettre la laïcité aux élèves. Je crois que nous devons avoir une attitude laïque, mais ce qu'on doit leur apprendre, c'est la liberté. Et c'est ça l'émancipation. Voilà. Merci. Peut-être un petit rebond sur ça, où on est entre la politique et la philosophie. Que dire en conclusion? D'abord, moi, je suis très agréablement surprise de voir autant de monde. J'aurais dû commencer par là tout à l'heure, parce que quand même, dans une soirée comme celle-là, que vous preniez de votre temps, ça veut bien dire que c'est pas complètement foutu. Alors ça fait 9 ans quand même qu'il y a ces rendez-vous annuels, donc il y a aussi non, mais une c'est vrai, fidélisation. en plus avec important. Constance. Ouais. Non, mais c'est vrai, et puis de tous les âges, et vraiment, je vous remercie infiniment, parce que vous avez raison, madame, de dire au fond, plutôt que de transmettre la laïcité, en fait, on transmet la liberté, on transmet l'émancipation, on transmet l'esprit critique. Et donc, pour faire cela, c'est vrai qu'on se repose souvent un peu trop sur les uniques épaules des enseignants, qui ont déjà une charge bien, bien lourde. Et je pense que ce sera beaucoup plus facile pour tout le monde, pour les élèves comme pour nos enseignants, de sentir que toute une communauté d'adultes, une communauté de l'anneau en quelque sorte, les entoure pour faire vivre cette valeur fondamentale à laquelle on croit, dans leur intérêt à eux, pour leur bien-être à eux, pour leur émancipation. Donc moi, je suis pour que ces soirées et tous les, encore une fois, observatoires, think tanks, lieux où on pense la laïcité se démultiplient, parce que c'est ça qui sera la meilleure réponse au conservatisme de tout poil. Merci à vous infiniment.